Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Une pluie de débris sur un quartier résidentiel de Denver. C'est un Boeing dont le réacteur a pris feu qui a semé ces morceaux de métal. Les passagers, eux, ont eu très peur quand la réalité dépasse la fiction. La préfecture des Alpes-Maritimes va-t-elle annoncer un reconfinement local et limité au week-end? Selon nos informations, c'est cette option qui serait privilégiée, notamment pour la côte et la ville de Nice. Alors que la guerre commerciale et diplomatique des vaccins fait rage, le laboratoire russe qui a mis au point le Spoutnik nous a ouvert ses portes. Ce vaccin est la plus grande revanche des scientifiques depuis les découvertes de l'ère soviétique. Dans ce journal, nous irons aussi en Chine qui se prend de passion pour le piano. Les enfants y deviennent des petits génies avant même de savoir lire, jusqu'à 3 heures d'entraînement chaque jour. Et puis l'art subtil du trompe-l'œil, jadis réservé au camouflage des murs. Il est aujourd'hui partout, des ateliers d'artistes à nos assiettes. Même la médecine s'en est emparée. Et commençons ce journal par cette histoire à peine pensable. Un Boeing de la compagnie United Airlines venait de décoller de l'aéroport de Denver. Quand l'un de ses réacteurs a pris feu, il a commencé à perdre des morceaux entiers de métal qui ont atterri dans les jardins d'un quartier résidentiel. Le plus incroyable étant qu'il n'y a aucune victime. Quentin Fichet. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? Sans comprendre, les habitants de Denver voient s'abattre sur eux une pluie de débris. Des morceaux d'avion s'écrasent un à un dans les parcs, sur les routes. Ils détruisent des voitures. L'entrée du réacteur se plante juste devant cette maison. J'ai cru que le vent venait d'emporter le trampoline de mon voisin parce que j'ai vu du métal par la fenêtre. L'arbre m'empêchait de voir plus, alors je suis sorti et wow, c'était un morceau d'avion. Un autre élément transperce même le toit de cette habitation. Le propriétaire, en train de cuisiner, l'évite de peu. En l'air, à bord du Boeing 777 de la compagnie United Airlines, les passagers, on peut le comprendre, ne sont pas plus rassurés. On a senti un boom et l'avion s'est mis à trembler très fort. Ça n'arrêtait pas. Personne ne comprenait ce qui se passait jusqu'à ce qu'on regarde à l'extérieur. Par son hublot, il filme alors l'un des 2 réacteurs en feu. Il vient de se désintégrer en plein vol, 10 minutes seulement après son décollage de Denver, direction Honolulu, à Hawaï. Les pilotes signalent vite l'incident. Vol UA328, nous avons eu une panne de réacteur. On doit faire demi-tour immédiatement. On peut entendre les échanges qu'il a eus avec la tour de contrôle. Ça se passe dans un calme complet. Les pilotes sont préparés à ces situations. Ils les répètent très régulièrement en simulateur de vol. L'avion est fait pour. L'appareil revient à son point de départ sans encombre. Mais quelle est la cause de cette panne? Une pièce usée? Un contrôle technique négligé? L'enquête devrait bientôt l'établir. Par chance, cette pluie de débris n'a en tout cas fait aucune victime. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi cette attente à Nice et dans les Alpes-Maritimes où les habitants sont suspendus aux nouvelles restrictions sanitaires qui doivent être annoncées d'un moment à l'autre. On parle de reconfinement local et uniquement le week-end. Les différentes pistes envisagées avec Isabelle Marie. Écoutez. Parce que le taux d'incidence y est le plus haut de France, parce que les contaminations ne cessent d'augmenter depuis décembre dernier, dans les Alpes-Maritimes, des mesures sanitaires complémentaires étaient devenues inéluctables. Il pourrait donc y avoir un retour au confinement, pas en semaine, mais le week-end uniquement. Une option défendue notamment par le maire de Nice. J'alerte après consultation ce matin avec des professeurs du CHU de Nice sur la nécessité de mettre en place un confinement à minima le week-end. Un confinement qui ne serait pas élargi à l'ensemble du département, il resterait circonscrit au littoral. C'est la zone la plus peuplée, c'est là où il y a le maximum de concentration de population et de touristes aussi, parce que nous sommes dans une période de vacances scolaires. Donc c'est histoire de limiter également le flux et les échanges sur l'endroit qui est le plus peuplé des Alpes-Maritimes. La ville de Grasse pourrait être également concernée par le confinement du week-end, mais pas les villages de l'arrière-pays. Une mesure accueillie avec un certain fatalisme. Le week-end, ce serait pénible pour tout le monde, mais bon, je crois pour s'en sortir, ce serait nécessaire. Si c'est la règle et qu'il faut rester chez soi pour faire baisser l'épidémie, on le fera quoi. Un crève-cœur en revanche pour les commerçants désemparés à l'idée de vivre les prochains week-ends sous cloche.
ça serait une catastrophe, étant donné que la grosse partie de notre chiffre, oui, s'effectue le week-end, oui, effectivement. Extension du port du masque à l'ensemble du département, renforcement des contrôles à l'aéroport de Nice, nouvelle fermeture de centres commerciaux en deçà de 20 000 mètres carrés. Une batterie de mesures pourrait aussi s'ajouter au confinement. La promenade des Anglais désertée, c'est donc l'image que pourrait offrir Nice ces 2 prochains week-ends. Les Alpes-Maritimes devenant ainsi le premier département à expérimenter un confinement territorialisé. Et justement, on le disait à l'instant, si cette stratégie du confinement local est confirmée, ce sera la première fois qu'elle sera expérimentée en métropole. Vous le savez, elle a déjà été appliquée en Guyane et même dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, l'Italie ou l'Australie. Alors, quelle a été son efficacité? Écoutez les éléments de réponse rassemblés pour nous par Romain Gouachon et Nastasia Haftman. À la gare de Termini à Rome, pour prendre un train et quitter la région du Latium, impossible, sans autorisation. Je dois faire quelque chose en particulier pour voyager? Vous devez bien remplir cette fiche. Donc si je voyage demain à Milan, c'est bon? Oui, cette fiche et un document d'identité. Seul motif dérogatoire toléré à ce confinement local, une raison professionnelle, une urgence familiale ou de santé. Moi, ça ne me gêne pas de ne pas pouvoir voyager. C'est évidemment restrictif, mais c'est une bonne décision du gouvernement italien. Ou alors on laisse tout ouvert, ou on ferme tout. Je suis plus pour le tout ou rien. Cet hôpital de la capitale italienne n'est plus saturé. Pour cet épidémiologiste, ces mesures de restriction locale portent leurs fruits. On a des chiffres stables. On a constaté même une légère baisse. L'indice de contagion diminue. Mais on reste préoccupé par les variants du virus. Ces derniers jours, d'autres pays ont opté pour un reconfinement local, comme Melbourne en Australie, où les files de spectateurs pour l'Open de tennis avaient disparu. Même sort pour Auckland en Nouvelle-Zélande. Pour certains épidémiologistes, ces méthodes seraient insuffisantes si elles ne sont pas accompagnées d'autres mesures sanitaires. Il y a une façon de confiner localement qui ne sert pas à grand-chose, qui est juste rester chez vous davantage, ne sortez pas, etc. Ça réduit la circulation du virus. Dès qu'on déconfine, l'épidémie repart. Et l'autre façon, c'est il y a du virus ici, mais il n'y en a pas là. Je vous confine autour de cet endroit où il y a du virus. Je teste tout le monde, je trouve les gens qui sont contagieux, je les isole et je contrôle l'épidémie. Ensuite, il n'y a plus de virus qui circule. Il y a un an en Chine, un confinement extrêmement strict de la ville de Wuhan avait efficacement permis de contenir l'épidémie, pour un temps au moins. Alors, ce durcissement des restrictions sanitaires dans le Sud est clairement lié à l'explosion des contaminations, mais aussi à la part grandissante prise par le variant anglais. Et les scientifiques pensent que sa progression risque d'être exponentielle. Delphine Sidbon et Cassandre Dumas reviennent sur les courbes et les chiffres. Nice en est l'illustration. En France, les variants progressent très vite. Mais quand deviendront-ils majoritaires? Cette courbe rouge les représente. Elle ne cesse de monter. La courbe bleue, la souche historique, est, elle, en perte de vitesse. Selon les modèles de l'INSERM, ces courbes elles pourraient se croiser entre fin février et début mars. Aujourd'hui, c'est assez cohérent avec les chiffres qu'on connaît. Les variants, ils augmentent à peu près de 50% par semaine. Cette augmentation inquiète. Le variant anglais rendrait les malades contagieux plus longtemps, 10 jours au lieu de 5. Cela fait craindre à ce chercheur une flambée des cas s'il s'impose sur le territoire. Ce qui a été montré en Angleterre, on a une accélération des contaminations et une augmentation en flèche des nombres de cas, puis une semaine après, du nombre de gens qui sont hospitalisés, puis ensuite, quelques semaines plus tard, une augmentation des décès qui ne sera peut-être pas si importante grâce à la vaccination. Pour l'instant, le variant anglais cause 36% des contaminations en France. Ici, en bleu foncé, la proportion monte à plus de 50% dans certains départements du Nord, de la Bretagne ou de la Loire. Quant aux variants sud-africains et brésiliens, ils sont encore minoritaires. Très difficile à tracer, on estime qu'ils seraient responsables de 5% des contaminations. Ce chiffre grimpe à 30% dans le département de la Moselle, particulièrement touché. Et l'un des pays les mieux préparés à ces variants, c'est sans doute Israël, avec 50% de sa population ayant déjà reçu une première dose de vaccin. Une vie presque normale va sans doute pouvoir reprendre dans les semaines qui viennent. L'État hébreu a aussi commencé, vous allez le voir, à tester le concept de passeport vaccinal. Là-bas, il s'appelle le badge vert. Laurent Aubaine et Yoraï Lieberman.
En version numérique ou simplement imprimée, voici le badge vert, le sésame pour une nouvelle vie. Et ici, c'est d'ailleurs le nom de la campagne de vaccination. Ce badge est une manière de protéger ceux qui n'ont pas encore été vaccinés. Ça fait 5 mois qu'on n'a pas nagé, la piscine était fermée. Et on attend juste ce moment où on va enfin pouvoir sauter dans l'eau. Je suis le plus ému au monde. Au monde. J'ai compté les minutes. Je n'ai pas dormi de la nuit. Une émotion comme une renaissance. Mais même dans l'eau, les règles sont encore ici très strictes. Distanciation sociale et une personne pour 7 mètres carrés. Il est évident qu'on nous utilise pour convaincre les gens d'aller au plus vite se faire vacciner. Et je peux vous dire que ça marche. Et pour la piscine ou les salles de sport, le badge vert, c'est la confirmation qu'on a bien été vacciné 2 fois et depuis plus de 15 jours. Un badge téléchargeable et délivré par le ministère de la Santé. Mon passeport vert qui est très important, je pense qu'il faudra le faire dans le monde entier. Les invitations pour les premiers concerts sont déjà lancées avec la mention « Ouvert aux personnes vaccinées seulement ». Et comme pour les stades ou les musées, des mesures de distanciation sont à respecter. Aujourd'hui, le pays a rouvert à tous. Ses magasins, ses centres commerciaux et ses marchés. Prochaine étape le 7 mars, réouverture des restaurants sur réservation et avec le badge vert. Dans cette course à la vaccination et face à la pénurie, certains attendaient beaucoup du vaccin russe, même si pour l'instant, aucune demande de validation ne semble avoir été déposée auprès de l'Union européenne. En Russie, Spoutnik est pourtant devenu le symbole d'une fierté retrouvée pour les scientifiques. Ils nous ont exceptionnellement ouvert les portes de leur laboratoire. Reportage de nos envoyés spéciaux Marc de Chevigny et Bichente Akala. Pousser la porte de l'Institut Gamaleya, c'est remonter le temps. Le décor semble n'avoir pas changé depuis Brejnev et les années 70. Pourtant ici, on affirme avoir vaincu l'épidémie. Les gestes barrières sont au mieux une occasion de rire. Vous serrez les mains et pas de masque. J'ai assez d'anticorps pour vous et moi. J'ai été avec 7 de mes collègues le premier vacciné au monde, dès le mois de mars dernier. Comment vous avez fait pour aller aussi vite ? En fait, nous avons pu commencer à tester massivement sur des humains, avant même la fin des études cliniques, parce que l'on était sûr de notre méthode, et parce qu'en Russie, une loi d'urgence sanitaire nous y a autorisés. La technique de la plateforme vaccinale utilisée pour concevoir rapidement le Spoutnik V avait déjà permis un vaccin contre Ebola. Le même procédé est utilisé en Europe, par AstraZeneca. Mais la version russe est plus efficace. 91% de protection contre les premières souches du virus, à peine moins pour les nouveaux variants. Les données disponibles à ce jour ne montrent pas que l'efficacité de notre vaccin baisse significativement. Ça marche toujours. Alors pas besoin de nouvelles formules? Non, pas besoin. Pour les Russes, le succès de Spoutnik V est désormais un motif de fierté historique. En Russie, quand on réunit nos forces, on est capable de tout. Regardez la conquête de l'espace, Youri Gagarin et bien d'autres choses. C'est une grande fierté. Mais lorsqu'il s'agit de se vacciner, les moscovites sont aussi méfiants que les Français. Moi, je ne fais pas confiance à ces médecins. Avant, ça prenait des années pour faire un vaccin. Là, ça a été trop vite. C'est louche. Moi, je ne me ferai vacciner que si c'est obligatoire pour voyager. Le vaccin? Jamais. Je n'y crois pas. C'est de la foutaise. Alors pour séduire les plus sceptiques, l'État russe met les petits plats dans les grands. Pour le vaccin, c'est par ici. À Moscou, on peut ainsi se faire vacciner gratuitement, sans rendez-vous, entre 2 emplettes dans le plus grand centre commercial de la ville. Et surprise, personne n'est prioritaire. Oui, on accepte tout le monde. À partir de 18 ans, bien sûr. Je signe votre certificat. Pour l'instant, ce n'est pas encore très utile, mais si à l'avenir, on met en place un passeport vaccinal pour voyager, eh ben, cela vous servira. Dans d'autres villes russes, le vaccin est déjà obligatoire pour accéder au cinéma ou à la piscine. À Moscou, le cadeau est un peu plus modeste. Une petite glace avec nos vœux de bonne santé. Au revoir. Impossible de mesurer le succès réel de cette campagne vaccinale.
ni même d'évaluer précisément les capacités de production du pays. Mais 2 autres vaccins pourraient bientôt être homologués en Russie. Et ici, à Saint-Pétersbourg, les scientifiques explorent une voie inhabituelle et paraît-il prometteuse. Ils sont parvenus à introduire certains gènes du virus dans des bactéries probiotiques. En clair, ils ont inventé du yaourt anti-Covid. L'avantage de ferments lactiques, c'est que l'on n'a pas besoin d'aiguilles, de seringues, de piqûres. On peut juste les boire. C'est très efficace contre les infections qui pénètrent dans l'organisme par la bouche ou le nez. Vous l'avez essayé sur l'homme? Pour être honnête, oui. Y compris vous-même? Oui. Et j'ai développé des défenses immunitaires. Faute de financement, aucune étude d'efficacité de grande ampleur n'a encore été lancée sur des humains. Mais les succès inattendus de ces scientifiques sur le Covid sonnent comme une revanche pour la recherche médicale russe, à la traîne de l'Occident depuis plusieurs années. En tout cas, cette épidémie aura de nombreux effets à long terme sur nos sociétés, à commencer par notre démographie. Les experts redoutent une importante baisse de la natalité cette année. Contrairement à ce que tout le monde pensait au début du premier confinement, il n'y a pas eu de baby-boom, bien au contraire. Christine Chapelle-Yanovine et Léa Caboche. La petite Capucine n'a pas encore eu la chance de voir son papa sans masque. Mais cela ne semble pas encore la contrarier. La venue au monde de ce bébé n'est pas une conséquence du confinement. C'était prévu qu'on essaye d'avoir un enfant, donc c'était pas lié au confinement ou pas confinement, et elle est venue comme ça. Tout le monde s'attendait à un baby-boom après le confinement, certains parlent maintenant de baby-crash. En 2020, selon l'INSEE, il est né 13 000 bébés de moins qu'en 2019. Et pour le mois de décembre 2020, soit les bébés conçus au début du confinement, les naissances chutent de 7%. Dans cette maternité du 12e arrondissement de Paris, cette baisse n'est pas vraiment ressentie. Alors dans les chiffres, oui, ça se voit, mais pour ma part, je ne suis pas tombée sur les gardes où j'ai moins travaillé. J'ai quand même fait mon nombre d'accouchements classique, je pense. Et pourtant, le phénomène n'a pas lieu qu'en France. Dans la plupart des pays, la natalité dégringole. Pour ce sociologue, l'épidémie de Covid-19 est bien à l'origine de cette baisse des naissances. La période est anxiogène, c'est pas pour une partie des gens le moment de se projeter dans l'avenir, et faire un enfant, c'est donc anticiper pour 20, 30 ans, voire plus. Dans les couloirs du lycée. Des angoisses perçues aussi par les médecins, avec des futures mamans plus inquiètes des conditions de leur séjour à la maternité. Étant donné la situation Covid, est-ce que mon conjoint va pouvoir rester? Est-ce qu'il ne va pas pouvoir être là? Est-ce que je vais être obligé d'avoir un masque pour pousser? Est-ce que non? Si je vais au bloc, est-ce que mon conjoint va me suivre? Est-ce que mes enfants peuvent venir me voir? La réponse est non. Autre explication de cette chute de la natalité, des milliers de femmes ont dû interrompre leur parcours de procréation médicalement assistée, les centres ayant fermé pendant le confinement. Et cette baisse de la natalité, nous ne sommes pas les seuls à la vivre. Curieusement, c'est aussi le cas de la Chine, qui a pourtant vite endigué l'épidémie. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Alors pendant des décennies, les Chinois ont souffert de ne pas avoir le droit de faire des enfants. Aujourd'hui, ils n'en veulent plus. C'est vrai, en 2020, il n'y a eu que 10 millions de naissances contre 12 millions en 2019 et 14 millions en 2016. À ce rythme, la population chinoise va commencer à baisser dans 5 ans. Si les Chinois font moins d'enfants, c'est parce que la vie est chère dans les villes. Éducation, santé, logement. Et la carrière des jeunes mères est souvent pénalisée par les employeurs. À cela s'est ajoutée cette année l'épidémie. Alors les autorités tentent bien sûr de réagir. Après la politique de l'enfant unique, voici le temps de l'enfant recommandé. Les parents qui faisaient un second enfant étaient mis à l'amende. Ils sont désormais encouragés avec une prime. Ce krach démographique va avoir de lourdes conséquences. En 2060, la Chine aura perdu 30% de sa population en âge de travailler à cause du vieillissement. Son principal problème, ça sera le financement des retraites. La Chine risque donc d'être vieille avant d'être riche. Conséquence pour nous aussi, moins de Chinois qui travaillent, c'est moins de concurrence, donc moins de délocalisation. Une Chine qui vieillit, c'est aussi un pays qui consomme davantage, nos produits notamment. Après avoir prélevé sur la croissance des pays occidentaux en aspirant leurs usines, la Chine va désormais alimenter la croissance des autres. Quand la Chine vieillira, le monde sourira. Eh bien, j'espère. Merci beaucoup, François. Partons maintenant
Aux États-Unis, où le Texas a retrouvé, lui, des températures positives, mais la vague de froid polaire exceptionnelle qu'il vient de vivre a révélé des fragilités que cet État du Sud ne soupçonnait sans doute pas. Après le gel des canalisations, plusieurs millions d'habitants continuent d'être privés d'eau potable. Sur place, Jérôme Garot et Adrien Ponsard. Sur la route de Houston, elles sont des centaines en file indienne. Tout le monde roule au pas et attend son tour. Go, go, go! Allez vite! Un carton de nourriture et un peu de lait pour chaque famille. Même pas le temps de couper le moteur, il faut déjà laisser la place au suivant. On est vraiment à court de nourriture à la maison. Et je n'ai même pas trouvé de magasin ouvert. Nous sommes sur le terrain d'une église et la distribution gratuite est organisée par ce pasteur. On n'a jamais vu ça au Texas. Aujourd'hui, nous allons distribuer 1500 cartons. Dans chacun de ces colis, il y a 10 kilos de nourriture. Et en tout, 7000 litres de lait. Scène digne d'une crise humanitaire, irréelle, dans l'une des régions les plus riches des États-Unis. Les températures remontent enfin, mais cette vague de froid a désorganisé l'approvisionnement au Texas. Des centaines de supermarchés sont toujours fermés. C'est pour ça que les gens viennent ici pour prendre de la nourriture. Mais il y a encore plus grave, des millions de personnes sont toujours privées d'eau courante et d'eau potable. Le stade de Houston, reconverti en centre d'urgence. Dès 5 h du matin, des milliers de Texans s'y précipitent pour quelques bouteilles d'eau. Organisation millimétrée pour ravitailler une partie de la plus grande ville du Texas. De l'eau coûte que coûte pour faire fonctionner sa maison. Donc ça, c'est l'eau que j'utilisais pour mes toilettes, pour tirer la chasse. Donc, Ce Français installé aux États-Unis nous raconte une semaine de débrouille. donc c'était assez galère. Il fallait que je me tienne des deux côtés, que je mette mon seau toutes les 3 marches à peu près, pour pas tomber, parce qu'il y avait une bonne épaisseur de 3-4 cm de gel. L'eau est revenue ce matin dans sa résidence, mais elle est pleine de bactéries. Même au niveau du lave-vaisselle, là on est plein. Et on attend juste de recevoir l'instruction comme quoi l'eau est de nouveau consommable. On espère que ça va arriver demain, peut-être. Donc, ouais, on en est là, quoi. Tout le monde a été pris de court. On se sentait vraiment démunis. Et puis, c'est comme si on vivait dans un pays qui était un peu sous-développé, quoi. Face à l'ampleur des dégâts, le président Joe Biden vient de signer l'état de catastrophe majeure qui permet au Texas de recevoir davantage d'aide. Affronter des catastrophes naturelles, voilà une préoccupation qui est entre autres au cœur de la recherche sur les robots, une préoccupation à laquelle nous allons consacrer notre rubrique demain. Bonsoir Lucas. Bonsoir Anne-Claire. Alors ces robots, on les imagine toujours comme nos clones, mais finalement avoir des bras et des jambes, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Oui, ou même des roues, Anne-Claire, ça peut même être un handicap. Regardez, dans ces débris, après une explosion ou un séisme, un robot classique avec des roues ou des chenilles risque de trébucher au premier obstacle. Alors qu'un robot qui ressemble à un serpent, regardez, il mesure à peu près 1 mètre de long, il se déplace en ondulant, comme un serpent tout simplement. Lui, il est parfaitement à l'aise pour se déplacer parmi les débris. Ne vous inquiétez pas Anne-Claire, il ne nous veut que du bien. Certains modèles sont même capables de s'enrouler autour d'un arbre ou d'un pylône et d'éteindre des départs de feu. D'autres, grâce à de l'air comprimé, sont capables de se gonfler très rapidement et ainsi déplacer des charges pouvant peser jusqu'à 100 kg ou à l'inverse, de se réduire et devenir si petit qu'il peut passer dans des trous de souris. Là, équipé d'une caméra, il pourra repérer des survivants et donner l'alerte au secours. Ces robots serpents, ils pourront aussi sauver des vies dans les blocs opératoires. Oui, là ça se passe aux États-Unis. Ce sont des chercheurs de la célèbre université, le MIT, qui ont conçu ce robot. Regardez, il est si petit, à peine 1 mm de diamètre, si petit qu'il peut s'introduire dans des vaisseaux sanguins, là où il est impossible d'aller actuellement. Il est manœuvré à distance grâce à un aimant et en cas d'AVC, il pourra repérer et même détruire un caillot de sang. Immense avantage, aucun produit chimique n'est utilisé, c'est donc sans risque pour le patient et pour le médecin, et puis cela évite d'ouvrir le crâne du patient, ce qui est toujours extrêmement risqué. Et puis que ce soit sur Terre, à l'intérieur du corps humain, comme on vient de le voir, mais aussi sous l'eau, ces robots, ils seront à l'aise partout, dans tout type d'environnement. Oui, effectivement, regardez Anne-Claire, je vous emmène dans les profondeurs de la mer. Regardez, là c'est un prototype norvégien. Il peut rester sous l'eau jusqu'à 6 mois et explorer les fonds marins jusqu'à 600 mètres de profondeur. Il intéresse énormément les industries maritimes comme les plateformes offshore ou les éoliennes offshore. Pourquoi ? Eh bien parce que vous le voyez, il est capable d'effectuer des petites opérations de maintenance. Il peut souder, visser, dévisser,
des bouchées et des conduits, avec à la clé des économies colossales. Actuellement, il faut faire venir par bateau un sous-marin avec un équipage, des plongeurs. Ça peut coûter jusqu'à 100 000 € par jour d'intervention. Et puis, autre immense avantage, ces serpents, ils restent sous l'eau. Ils peuvent donc intervenir même si la mer est très agitée en surface. Merci beaucoup Lucas pour cette démonstration. Allez, on va oublier les robots et revenir à des plaisirs plus humains. Les vacances. Si certains retournent à l'école dès demain matin, les 3 zones ont pu largement profiter du beau temps ce week-end. Même si sous couvre-feu, ce n'est pas tout à fait la même chose que d'habitude, comme nous le montrent Manon Meunier et Renan Hellec. Pourquoi on doit rentrer? Tu sais pourquoi on doit rentrer? À peine arrivée à la mer, et déjà cette famille de région parisienne doit rentrer au gîte pour respecter le couvre-feu. Non. Bah là, tu peux pas jouer. Au programme ce soir, le Uno. On est enfermés, donc il faut bien trouver d'autres occupations avec nos enfants, pour pas qu'on reste pleinement devant la télé. Occuper ses enfants, c'est un peu le défi de tous les parents pendant les vacances, surtout en ce moment où tous les loisirs sont inaccessibles. Le zoo, donc les musées, le planétarium. Passer plus de temps à l'extérieur, c'est la mission de certaines familles. Avant, c'est vrai qu'on était beaucoup plus enfermés ou quoi, et c'est vrai que là, on réapprend à vivre aussi. Là, on était à la forêt d'Escoublac où on a fait le parcours de santé. Des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire mais qu'on redécouvre au fur et à mesure. À Pornic, pour déjeuner ce midi, oubliez les terrasses et les repas sur la table. C'est pas désagréable en fait, tant qu'il pleut pas finalement, on profite de nos vacances autrement, mais c'est aussi sympathique. On prend ce qu'il y a à prendre, parce que sinon je pense qu'on ferait rien et on resterait à la maison en pyjama devant la télé. D'autres ont choisi de cuisiner dans leur maison de vacances. Ça nous coûte 2 fois moins cher que d'habitude, quoi. Parce qu'il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de tentation. Ça nous fait une 30aine d'euros par personne et on a dépensé en tout pour le week-end 268,21 €. Soulager le portefeuille, une bonne nouvelle en attendant des vacances un peu plus libres. Et vous allez voir que tout le monde ne s'embarrasse pas de ces restrictions. Certains pays ont même fait le choix de privilégier une riche clientèle internationale à leur propre population. C'est notamment le cas de la Suisse où les hôtels de luxe font figure d'oasis sans masque et avec salle de sport et restaurant. Emma Vincent et Léa Caboche. Quel prix seriez-vous prêts à payer pour barboter dans la douceur du monde d'avant? Dîner au restaurant, profiter de la piscine, du jacuzzi, couper du monde, sans que personne ne vous oblige à porter un masque. Voici notre suite junior de luxe. Le prix de la liberté, 2 500 €. C'est ce que déboursent les clients de cet hôtel 5 étoiles pour une suite qui leur donne accès à toutes ces prestations. À ce tarif, le moindre détail de la chambre a été étudié. Vous sentez cette odeur? C'est l'odeur du bois, du pin des Alpes. Il a un parfum intense et c'est prouvé qu'il favorise un sommeil plus profond et réparateur. Renommé pour ses palaces, ses boutiques de luxe et son protocole sanitaire peu strict, la station attire de nombreux clients internationaux d'Amérique du Nord, d'Asie et bien sûr d'Europe. J'ai beaucoup entendu de parler de cet hôtel et j'ai voulu venir à Saint-Moritz. En Allemagne, vous pouvez aller à l'hôtel, mais vous êtes obligé d'utiliser le room service. Ici, on est plus libre. C'est un peu comme la vie normale, vous voyez. La vie normale, c'est l'argument de vente de Saint-Moritz. Dans cette partie de la Suisse, les hôtels ont par exemple obtenu le droit d'ouvrir leurs restaurants, mais les restaurants classiques doivent rester fermés. C'est tellement bon de pouvoir sortir, boire un verre, manger au restaurant et avoir l'impression que tout est normal. Parce que plus rien n'est normal aujourd'hui. Même chose pour les piscines et salles de sport, ouvertes seulement dans les hôtels. Alors que les restrictions dues à l'épidémie se multiplient partout en Europe, comment expliquer cette exception culturelle? Vu les activités qui sont organisées, on sent que le gouvernement du canton est très orienté vers la clientèle internationale. Le canton des Grisons, à l'extrême est de la Suisse, est réputé pour ses luxueuses stations de ski. Saint-Moritz y fait figure de joyau, tout comme Davos, qui accueille chaque année le Forum économique mondial. L'autorité du canton l'admet. Hors de question de fermer ces stations de la jet-set. Elles représentent une source de revenus majeure. Une politique qui porte ses fruits, selon le directeur de ce palace.
Son établissement est rempli à 70%. Chez nous en Suisse, je l'appellerais plutôt un slowdown qu'un lockdown et ça nous donne la possibilité de quand même gérer un certain business et être ouverte. On est un peu dans une cage dorée, c'est clair. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Andri Meyer est restaurateur, contraint de faire de la livraison à domicile. Il déplore une situation injuste. C'est quand même une décision étrange. En plus, en ce moment, le nombre de cas journaliers est en baisse, donc on ne comprend pas. On espère tous pouvoir ouvrir bientôt pour limiter les pertes financières. Saint-Moritz continue de promouvoir un exil doré, loin de toute injonction, malgré une situation sanitaire préoccupante. 2 palaces de la station ont été mis en quarantaine. 12 cas du variant sud-africain s'y étaient déclarés. En France, pas de privilège en revanche sur les restrictions sanitaires. En voici pour preuve des contrôles renforcés ce soir sur la route des stations de ski. À 18h, mieux valait être rentré sous peine d'amende. Image tournée par Gaël Charnet et Quincy Russell à Lens-en-Vercors dans l'Isère. La légende veut que Mozart ait composé sa première œuvre à 6 ans, un génie que la Chine aimerait égaler un jour. En tout cas, vous allez le voir, ces conservatoires recrutent dès le plus jeune âge une discipline de fer pour des enfants à peine sortis de la maternelle. C'est à ce prix que l'Empire du Milieu a réussi à imposer ses plus grands virtuoses sur la scène internationale. Justine Jankowski et Frédéric Dufour. De toutes petites mains pour un très grand talent. À 5 ans à peine, le petit Moujang maîtrise déjà sur le bout des doigts la polka italienne de Rachmaninoff. Une prouesse, même pour son professeur. Pour jouer ce morceau, il faut normalement de très grandes mains. Vous voyez, lui ne peut pas atteindre cette note. Comme ses mains sont trop petites, il doit faire des bonds sans arrêt. C'est encore plus dur. Depuis 1 an, le garçon pratique 20 heures par semaine, pas moins, sous l'œil attentif de ses parents. Pour produire des petits Mozart, dans cette école de musique pékinoise, à l'heure où d'autres font la sieste, 800 enfants apprennent le piano, certains dès 3 ans. Ici, avant même de savoir lire, ta main bien haut, les petits déchiffrent déjà des partitions. C'est important de cultiver leur sens du rythme et de la musique dès le plus jeune âge, le plus tôt possible. Le temps, c'est de l'argent. 70 € la leçon, ce n'est pas donné. Mais pour ces Chinois de la classe moyenne, rien n'est trop beau pour les enfants. Nos cours sont tous pleins. Il faut réserver 2 ou 3 mois à l'avance. Les Chinois trouvent que c'est un instrument élégant et ils veulent élever le capital culturel de leurs enfants. La Chine s'est prise d'amour pour le piano. 40 millions d'apprentis, soit 4 fois plus que dans le reste du monde. Le clavier est désormais de tous les événements nationaux. Ici, un méga concert pour célébrer l'ouverture d'un pont. Là, pour fêter les 70 ans de la République populaire de Chine. Pour fabriquer en masse le plus patriote des instruments, l'usine du monde s'est mise au clavier. Dans la ville industrielle de Luoche, près de Shanghai, l'instrument est partout dans les rues. Ici, personne n'en joue, mais tout le monde en fabrique. La plus vieille usine n'a que 40 ans et ses facteurs, une centaine, sont tous des reconvertis. Avant, j'étais charpentier, je fabriquais des maisons. Je dois écouter le son de chaque corde pour être sûr qu'elles sont bien à la bonne place. L'angle doit être parfait. 5000 pianos sortent de cette usine chaque année. Vendus aux conservatoires, écoles ou familles chinoises, les clients préférés de Rong Kai-pan, le jeune patron. Ça, c'est un modèle MAT 133, un peu plus grand que les pianos européens. Les Chinois aiment acheter de grosses voitures, des grandes maisons. Alors, ils veulent un grand piano pour que ça aille bien dedans. Environ 2500 € pièce, une qualité moyenne qui ne fait pas encore de l'ombre aux meilleurs. On a encore beaucoup à apprendre des grandes marques. Je ne vous dis pas que nos pianos sont meilleurs que ceux de Yamaha, mais je pense qu'un jour, nous les Chinois, nous les concurrencerons. En attendant, Rong Kai-pan satisfait la demande des pianos pour enfants. Celui-là, on l'a customisé pour une école maternelle. Regardez,
Même les touches sont colorées. Retour à Pékin, chez Mu Zhong, le petit génie du piano. Encore en pyjama. Ce morceau, je le connais pas très bien. Il s'empresse déjà de commencer ses 3 heures de pratique quotidienne. Sa maman n'a même plus besoin de le forcer. Un jour, je l'ai appelé pour le déjeuner. Il a refusé de venir tant qu'il n'avait pas réussi à maîtriser son morceau. Alors forcément, quand on lui demande ce qu'il veut faire plus tard... Je veux être pianiste, comme Lang Lang. La star internationale a de quoi trembler. Dans son pays natal, la relève se prépare. Allez, on va faire un peu d'histoire de l'art. Le premier trompe-l'œil daterait du IVe siècle avant Jésus-Christ. Piqué au vif suite à un défi, un artiste italien aurait peint des grappes de raisin si réalistes que les oiseaux auraient tenté d'en picorer les grains. Eh bien, depuis, ce genre n'a pas cessé de se développer pour le plus grand bonheur de ses victimes consentantes. Antoine de Pressigou, Alexandra Poupon, Alexandre Gaudin et Cédric Aguilar. Autant vous prévenir tout de suite. Dans ce reportage, votre première impression sera rarement la bonne. Il ne faudra pas toujours vous fier aux apparences. Le trompe-l'œil, c'est d'abord un genre pictural, une œuvre dessinée au pinceau très réaliste, destinée à habiller des façades d'immeubles. Difficile pour notre cerveau de faire la différence entre peinture et réalité. Tout commence sur ordinateur. Voici la maquette d'un trompe-l'œil de 340 mètres carrés. Il doit couvrir un immeuble pas franchement beau, à Béziers. Ces fenêtres-là existent, il faudra donc les intégrer dans la composition. On a des pierres saillantes, on a des pierres d'angle, on a des portes, des fenêtres, on a beaucoup de choses qui, entre guillemets, qui sont des contraintes. Patrick est ce que l'on appelle un artiste muraliste. Il donne aux immeubles décrépits un nouveau visage. Et ce qui fait trompe-l'œil, c'est notamment l'ombre. D'ailleurs, parfois, on commence par peindre les ombres avant de peindre le motif. Par exemple, ce garde-corps, sans ombre, il est collé au mur, il n'a pas trop de sens. Nous voici dans l'atelier. Contrairement aux idées reçues, un trompe-l'œil est rarement peint directement sur un mur. Voilà la maquette un peu plus grande. Et vous voyez, on travaille sur des toiles, en fait, qui sont des toiles 100% en polyester, imputrescibles, indéformables, très costaudes. On essaie de représenter la lumière pour donner l'impression de 3 dimensions. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons nos peintres à Béziers. La toile est collée sur la façade de l'immeuble. Tout doit être parfaitement lisse. L'air, on l'a enlevé dans un premier temps, déjà. Et ensuite, après, toute la colle, les résidus de colle qui restent, dans les angles, on les chasse aussi. Comme ça permet d'avoir une bonne étanchéité. Voici le résultat final. Je peux vous dire qu'on ne peut pas faire mieux. Les échafaudages n'ont pas encore été enlevés. Ça, c'est le trompe-l'œil classique, que l'on admire avec les yeux. Voici maintenant celui que l'on déguste. Œuf au chocolat, fausse mangue, fausse pomme, en cuisine, le trompe-l'œil est une tendance en plein boom. Popularisé notamment par le pâtissier star Cédric Grolet. Presque 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elle a tout l'air d'une vraie mandarine, ça vous dit? Aujourd'hui, son sous-chef nous accueille pour nous présenter 2 recettes. C'est la phase un petit peu technique. En fait, le fruit est congelé, il est extrêmement froid. Et le beurre de cacao est très chaud et du coup, il va figer en quelques secondes. On retrouve ces petites bulles et ces petites imperfections dans une vraie pomme caramel. Du coup, nous, on a cherché vraiment à reproduire cette irrégularité. Car ceci n'est pas une vraie pomme au caramel, mais un gâteau. Hop. La preuve. Comme une tarte tatin. Hop. Avec le cœur coulant, avec un lait châtaigne, avec des châtaignes torréfiées infusées. Ces pâtisseries de luxe sont vendues 17 € l'unité. Il faut parfois 2 ans de recherche pour parvenir à trouver la recette du trompe-l'œil parfait. Qu'est-ce qui rappelle au client que c'est un coin? La couleur, la forme, quelles sont les imperfections, quels sont les détails qui vont faire que le client, quand il va le voir, il va se dire « c'est un coin ». Au début de ce reportage, nous vous avions prévenu, ne vous fiez jamais aux apparences. Dans cet atelier, tout est parfaitement à sa place. Bernard est spécialiste des anamorphoses, des œuvres qui se découvrent uniquement lorsqu'elles sont regardées d'un point bien précis.
Le principe, c'est de proposer une représentation un peu chaotique du monde, dans lequel se cache quelque chose qu'on n'a pas vu au premier abord. Cette chose se révèle à l'endroit précis où a été reconstituée l'image. De côté, cela ne vous dit rien. Mais maintenant, vous le savez, un trompe-l'œil est avant tout une affaire de perspective. Quelqu'un m'a dit, quand je regarde votre travail, je m'interroge moi-même, est-ce que je suis moi perçu du bon point de vue par les autres? Ça peut faire poser ce genre de questions. Le regard des autres, c'était l'obsession de Liliane. Son complexe, un œil perdu à cause d'une tumeur. Mais un jour, sa route croisa celle d'un fabricant de prothèses pour les visages. C'était miraculeux, voilà. Ma réaction, c'était j'avais retrouvé un regard. Parce que mon obsession, c'est ça. C'était de retrouver un regard. Fabriquer une prothèse, c'est un peu comme une recette de cuisine. Un peu de silicone, de la couleur parfaitement dosée et une longue cuisson au four. Donc voilà, là on ouvre le moule. Ces trompe-l'œil sont remboursés par la sécurité sociale. Ils permettent aux patients de se reconstruire physiquement et mentalement. On rend service aux gens sur l'aspect médical, mais notre travail est très artistique et vraiment basé sur de la sculpture, sur de la teinture. Le résultat final est ultra réaliste. C'est le but, rechercher, cacher et tromper l'interlocuteur par une prothèse. Ici, le trompe-l'œil n'a jamais aussi bien porté son nom. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Ce soir sur LCI Canal 26, Thomas Pesquet, envoyé spatial. Documentaire qui reviendra sur le destin de l'astronaute français sur le point, vous le savez, de retourner dans l'espace au mois d'avril prochain. Sur TF1, votre film du dimanche soir, Charlie et la chocolaterie avec Johnny Depp. Demain, pour l'information, vous retrouverez à 13h Jacques Legros, à 20h Julien Arnaud. Vendredi prochain, Audrey Crespo-Mara. Je vous laisse tout de suite avec Rendez-vous Sport.